Bonjour les troisièmes, bienvenue pour ce premier cours en distanciel. Alors on reprend donc sur l'Union européenne et les personnes privées, c'est la deuxième sous-partie de notre B, acteurs et outils de l'aménagement. On avait vu en premier lieu des grands projets à la décentralisation, donc les grands projets d'aménagement de l'État avec les grands ensembles, etc. Là on continue avec l'Union européenne et les personnes privées. Donc pour ce cours, vous devez avoir deux dossiers que j'ai mis directement en PDF parce que vous ne pouvez pas véritablement les modifier en .odt. Donc l'activité 3 Disneyland, donc c'est le schéma ici, c'est le schéma du parc Disneyland que nous allons compléter. Donc pour ça, il va vous falloir vos crayons de couleur. Et vous avez également une fiche des acteurs de l'aménagement public. Je vous les avais normalement donnés en classe vendredi, mais pour ceux qui ne l'ont pas, du coup, vous l'avez à compléter. Vous l'avez à compléter du coup pour ce cours. Donc voilà le titre du cours. Mettez sur pause pour pouvoir copier ce titre. Donc l'Union européenne et les personnes privées. On va voir un petit peu leur rôle dans l'aménagement du territoire français. Alors pour vous montrer le rôle de l'Union européenne, j'ai pris un exemple, les tracés de la ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Donc c'est un grand projet de construction de chemin de fer qui relie, donc ici vous avez déjà la partie de chemin de fer en service, donc les grandes lignes marron foncé, et les lignes en pointillé, donc sont les services prévus, donc les constructions prévues de chemin de fer. On voit qu'on veut continuer là vers l'ouest, vers Rennes, mais également, c'est surtout cette partie-là qui va intéresser l'Union européenne, faire un lien entre Paris, Tours, Poitiers, Bordeaux, et ensuite descendre du coup du côté de l'Espagne. Pour l'Union européenne, ça fait partie de sa politique. L'Union européenne finance des projets qui sont en rapport avec sa politique et avec ce qu'elle a envie de faire. Et donc, c'est un projet qui prend en compte plusieurs acteurs différents. Donc ici, on en voit le financement qui nous montre donc ces acteurs. On a ici l'État, les collectivités locales, l'Union européenne. Donc on voit que on a d'abord l'État français, on a les collectivités locales, donc ça va être des départements, des régions, etc. Mais aussi l'Union européenne qui va participer à ce financement à hauteur de 3 milliards d'euros, ça représente 38,5% du budget. Alors je suis allé chercher, c'est assez compliqué par contre d'aller voir qui vraiment prend quelle proportion. C'est assez complexe, c'est assez nébuleux, hein. Donc on ne sait pas vraiment à hauteur de combien l'Union européenne investit et à hauteur de combien l'État investit, puisque ce ne sont pas les mêmes acteurs, hein. Du coup l'argent ne vient pas des mêmes acteurs. Mais voilà, on a quand même trois acteurs ici qui fournissent une part importante du budget. La deuxième partie, et même la première partie, la partie la plus importante du projet, vient de l'ISEA, et vous pouvez lire ici, donc c'est une entreprise privée qui s'occupe de la conception, du financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne jusqu'en 2061. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que cette entreprise privée, l'État et oui, surtout l'État, pardon, a donné le droit à l'ISEA de construire les lignes, mais aussi de les utiliser, donc de pouvoir évidemment se faire de l'argent dessus. Donc ça va être un projet qui va être dirigé en partie par une entreprise privée. Donc voilà, on a des acteurs différents. On peut avoir des acteurs privés, donc des entrepreneurs, des entreprises, qui agissent en même temps avec l'État. Le cours d'avant, on avait vu des projets qui étaient essentiellement, enfin à 100% de l'État, ou des collectivités locales en plus, ou des choses comme ça, mais là, on n'est pas obligé d'avoir seulement des acteurs étatiques, on peut aussi avoir des acteurs du privé. Donc le projet, on en a une illustration ici. Donc l'objectif, c'est de créer des gares, des lignes de chemin de fer qui vont pouvoir relier toute l'Europe ensemble. C'est aussi pour ça que ça intéresse l'Union européenne, c'est parce que bah, derrière, après vers Paris, vous allez vers la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas.
bref, à peu près tout l'est de l'Europe, et là vous allez évidemment en direction du sud de l'Europe, donc ça permet de connecter mieux encore l'Europe entre elles, les différents pays européens entre eux. Pour la France, c'est aussi la possibilité d'avoir une ligne plus directe pour cette partie ouest-sud-ouest de la France vers la capitale parisienne, et donc permettre à tous d'accéder plus rapidement à Paris avec des lignes à grande vitesse. Ce projet nous montre qu'on a véritablement différents acteurs de l'aménagement. Ces acteurs, ça peut être l'Union européenne, l'État, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes. Donc on a beaucoup d'acteurs différents et qui n'ont pas les mêmes fonctions. L'Union européenne, elle vient surtout donner des aides financières pour des projets qui intéressent l'Union européenne, qui sont en lien avec sa politique, avec une politique européenne. Ça va être des projets, soit des projets qui sont qui vont lier plusieurs pays européens, donc par exemple la ligne de grande vitesse là, mais ça peut être d'autres styles de projets qui sont en accord avec la politique de l'Union européenne. L'État reste quand même un acteur important dans l'aménagement du territoire en France, mais elle a depuis les années 70-80 commencé à décentraliser, comme on l'avait vu, donc elle a donné une partie de son pouvoir à des pouvoirs plus locaux. C'est le cas notamment des régions. Les régions, ce sont celles qui sont au-dessus dans tout ça. Là, on a un embriquement, une sorte d'échelle, avec donc les régions au-dessus, et il y a un contrat de projet entre les États et les régions qui sont passées. Donc l'État prévoit des contrats, en gros, l'État dit à la région qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est la région ensuite qui s'en occupe. La région peut décider de transmettre cela aux départements, aux différents départements, mais on a aussi maintenant des communications du haut vers le bas comme du bas vers le haut. Donc les départements vont parler aux régions, les régions vont parler aux départements, et on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire, qui prend quoi, qui fait quoi. Et au sein des départements, ensuite, on redescend encore, on a les intercommunalités. Donc les intercommunalités, c'est le rassemblement de plusieurs communes. Une commune, c'est quoi? C'est une ville. Ça peut être une ville, ça peut être un village, des choses comme ça. Donc voilà, les communes, c'est les villes et les villages. Et donc on a les communes qui agissent pour elles-mêmes dans leur propre commune. Donc une ville qui agit dans sa propre ville, par exemple Villeneuve-sur-Yonne a ses projets pour Villeneuve-sur-Yonne, mais vous avez aussi des intercommunalités, ça va être plusieurs villes qui vont se mettre ensemble pour pouvoir financer des projets un peu plus gros. Ça peut être le cas particulièrement dans les zones rurales, où vous avez plusieurs petits villages qui n'ont pas tout seuls l'argent, les moyens pour faire des projets qui peuvent être coûteux, et donc ils vont se mettre ensemble pour construire de nouvelles choses, pour aménager leur territoire ensemble, pour avoir de l'aide d'autres villages, etc., etc. Donc voilà, on a plusieurs acteurs qui sont imbriqués les uns les autres, qui se parlent, et qui changent la perception de l'aménagement, puisqu'avant on n'avait finalement que cet acteur-là, qui était l'acteur étatique, et maintenant on a plein d'acteurs différents qui vont participer à des projets tout à fait différents eux aussi. Maintenant, on va s'occuper de cette fiche-là, donc les acteurs de l'aménagement public. Vous collez la fiche, vous ne la pliez pas parce que sinon ça sera pas pratique, vous n'allez pas trop comprendre. Alors je vais c'est plutôt une fiche carte mentale, hein, enfin histoire de se rappeler. C'est exactement le même schéma que celui-là, j'ai simplement développé un petit peu plus dans la légende les rôles de chacun des acteurs. Donc la fiche, la voici. Donc voilà, vous avez les différents acteurs, c'est exactement la même fiche, je me suis beaucoup inspiré, hein, j'ai juste fait un peu à ma sauce. Donc vous avez l'Union européenne ici, qui va apporter des conseils, qui va soutenir financièrement des projets. On a l'État donc qui passe des contrats de projet entre l'État et les régions, comme nous venons de voir, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes. Vous avez tout donc dans la légende, on voit qu'on a l'Union européenne, acteur supranational, ça veut dire supranational qui est au-dessus
des nations, au-dessus des pays. Hein, l'Union européenne, c'est un ensemble de pays, donc voilà, c'est un acteur qui est au-dessus des pays. On a l'État qui reste quand même l'acteur principal de l'aménagement français, donc qui pose les cadres de l'aménagement, les régions qui entretiennent des contrats avec l'État, les départements qui sont régulièrement les relais des régions dans l'aménagement, les intercommunalités, donc le rassemblement des communes, et les communes, villes, villages. Donc la seule chose que je vais vous demander, ça je vous laisse faire à votre guise, c'est colorier finalement de différentes couleurs les différents acteurs sur cette fiche, simplement pour que vous voyez mieux qui est qui et qui fait quoi. Vous pouvez tout à fait utiliser les couleurs ici. Essayez d'utiliser le bleu pour l'Union européenne puisque c'est la couleur de l'Union européenne. Et faites un dégradé de couleurs de l'État vers les communes, donc du plus foncé au plus clair, comme c'est fait ici entre les régions et les départements, intercommunalité et communes, histoire de voir qu'on a quelque chose de dégressif. Donc une fois que vous avez fini de colorier la fiche, vous allez écrire la TE. L'Union européenne est un acteur important de l'aménagement du territoire. En plus d'apporter des conseils à l'État, elle finance des projets qui correspondent à sa stratégie de développement économique européen. C'est par exemple le cas du projet de la ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, financé en partie par l'Union européenne, donc UE, hein, Union européenne. Je vous fais remarquer au passage que cette trace écrite reprend le triptyque idée, lexique, exemple. Hein, vous avez une idée principale, l'Union européenne, un acteur important de l'aménagement du territoire. Un exemple qui est donné ici, le projet de la ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, et un développement de cette idée avec des mots de lexique, donc développement économique, aménagement. Une fois que vous avez écrit la trace écrite, vous pouvez écrire donc le mot de lexique aménagement. Développement économique, nous l'avons déjà écrit. Donc aménagement, c'est un ensemble d'actions visant à mettre en valeur des ressources, réduire des contraintes ou des problèmes sur un territoire. Alors maintenant, on va s'intéresser à un autre type de projet, un projet qui émane de personnes privées, c'est la création de Disneyland Paris. Je vais vous passer une vidéo, donc c'est une vidéo de l'INA, c'est plusieurs en fait reportages de l'INA qui reviennent sur cette création de Disneyland, sur quel est l'avantage de cette création et pourquoi on s'est battu en France pour la création de ce parc d'attractions, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et une fois que vous avez regardé cette vidéo, j'en reparle après. Donc vous avez pu voir via cette vidéo que la création de Disneyland, c'est avant tout un grand avantage économique, hein, c'est un but économique. Le reportage de l'époque évoque énormément la création d'emplois, la création de richesses, c'est permettre d'attirer les touristes aussi à Paris et en France de manière générale. Vous avez cette compétition également avec l'Espagne dans le tourisme, et c'est aussi pour une entreprise privée comme Disneyland la possibilité de faire pression. Là, on voit qu'on a une véritable négociation, un rapport de force entre une entreprise privée, Disneyland, qui veut de l'État des engagements sur de l'aménagement de territoire, donc sur la création de lignes de chemin de fer, de routes, etc., etc. Et de l'autre côté, un État qui est très intéressé par ce grand projet qui va créer évidemment beaucoup d'emplois. Et donc vous avez également une visée politique derrière tout ça, c'est-à-dire que l'homme politique qui arrivera à créer autant d'emplois dans la région va forcément gagner beaucoup de points de popularité. Donc vous allez avoir aussi cette vision politique derrière la création et l'aménagement du territoire. Donc vous avez plein de choses en même temps dans la création de ce parc, et en même temps c'est un exemple incroyable d'aménagement du territoire, puisqu'il n'y avait pas grand-chose dans cette zone avant la création du parc. Et donc on rase, on fait de nouveau, on fait des très gros travaux avec l'État dedans qui fonctionne, mais aussi du coup avec des entreprises privées, des personnes privées qui vont mener ce projet. Alors on va regarder un petit peu dans le détail, ça vous donnera
un bon exemple d'à quoi ça peut ressembler finalement un projet d'aménagement mené, un très gros projet hein, là pour le coup, mené entre l'État et une entreprise privée avec l'activité 3. Donc il s'agit du schéma sur Disneyland. Vous collez l'activité si vous ne l'avez pas encore fait, vous ne pliez pas, encore une fois, parce que ça ne sera pas pratique, et vous allez remplir évidemment directement sur la fiche. Il va s'agir de colorier, d'identifier un petit peu les espaces qui ont été faits. Donc l'activité la voici en format PDF. Donc c'est un plan du parc Disneyland, c'est un plan très simplifié, hein, j'ai simplifié qui nous montre déjà qu'on a quand même quelque chose de relativement carré, de relativement géométrique. Vous avez cette grande route, par exemple circulaire là, ces lignes droites, ces grands espaces de chemin de fer là qui coupent bien droit. Et j'ai pas créé cette carte juste comme ça pour simplifier, géométriquement pour simplifier. Donc je n'ai pas créé cette carte avec des routes droites pour simplifier, c'est véritablement, là on est sur la vue satellitaire de Google, c'est véritablement comme ça, hein, c'est droit, c'est rond, c'est carré, c'est vraiment très géométrique. Alors votre rond, votre grande route circulaire du boulevard de l'Europe, on la retrouve ici, donc là voilà, hein. Donc on voit que d'un côté elle s'appelle boulevard du Grand Fossé, et de ici à pratiquement jusque là, on est sur le boulevard de l'Europe. Alors pourquoi ce nom a de l'importance? Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, pour Disneyland, c'est la volonté d'avoir un parc européen. Paris se trouve en plein centre de l'Europe, c'est une plaque tournante de l'Europe, et donc c'est pour Disneyland la volonté de montrer qu'on a un projet qui est véritablement européen. Les noms des rues n'ont pas été donnés au hasard. Donc on a le boulevard de l'Europe, on a aussi ici l'avenue Robert Schuman par exemple. Robert Schuman, c'est l'un des grands personnages qui a œuvré pour la construction de l'Union européenne. Donc on a véritablement un projet européen qui se montre aussi avec les noms de rues, de boulevards, d'avenues. Moi je vais basculer sur Paint pour pouvoir remplir avec vous le schéma. Euh, la première chose qu'on va remplir ici, c'est cette gare de train et de RER en direction de Paris et du reste de la France. Donc vous prenez couleur, tiens, on va prendre du marron par exemple, voilà, et on va remplir ici donc cette gare de train et de RER. C'est celle que vous voyez là en plein centre. Là, on voit qu'il y en a un gros bâtiment et on voit cette espèce de tracé là ici. Ce sont bien les chemins de fer. Donc vous avez une gare qui va desservir le parc, et donc on a véritablement créé une ligne de train pour le parc, pour une entreprise privée, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein. On a vraiment créé des lignes de train, de RER, rien que pour une seule entreprise, qui a un projet énorme, certes, mais pour une seule entreprise. Et ça, c'est l'État qui a été chargé de construire ça. Une gare de train, j'aurais pu aussi en mettre une ici, puisqu'on a également une gare de RER par là. Donc voilà, on a le RER A qui passe dans Val d'Europe, dont on va parler un petit peu après. Donc si on revient sur notre schéma, donc on revoit ici le chemin de fer, on a la grande route, on a d'autres routes, et on a, avec cette volonté d'accueillir vers l'Europe entière, hein, on a ici, plus bas, une autoroute qui mène vers Paris, qui mène vers l'aéroport Charles de Gaulle, donc le plus gros aéroport français qui permet donc aux touristes, évidemment venus du monde entier, de venir à l'aéroport, puis d'aller directement par le train au parc Disneyland. Donc on a un parc qui est très très bien connecté, qui est très bien desservi et qui est tourné véritablement vers l'Europe, avec aussi cette direction Allemagne pour l'autoroute. On va directement à l'est, et puis vers l'Allemagne, vers tout l'est de l'Europe, hein. On peut venir donc à Disneyland en voiture, en train, en avion, bref, à peu près avec tous les moyens possibles. Ensuite, nous allons remplir eh bien, le parc Disneyland. Si vous regardez la taille totale de cette installation, le parc Disneyland, ça n'est que ça. Donc,
sur la totalité du parc. Si on retourne sur la vue ici, en fait c'est ici, donc vous avez tout cet espace-là, c'est le parc Disney. Vous avez également là sur le côté, par exemple, c'est un assortiment d'entrepôts, de choses plus logistiques pour le parc Disneyland. On en a encore un peu là aussi au nord. Vous trouvez un énorme parking ici, donc qui permet évidemment aux personnes de venir se garer pour aller dans le parc, mais aussi pour ceux qui vont à l'hôtel. Donc voilà, on a un parc qui prend ici une taille quand même considérable, mais comparé à la totalité de l'installation, qui finalement est assez petit, comparé à la totalité du terrain qui est occupé pour ce Disneyland. Ensuite, ce qu'on repère ici, c'est Val d'Europe, donc c'est une énorme zone commerciale. Vous pouvez voir qu'on a ici un Auchan Val d'Europe, donc c'est un très très gros supermarché. Vous avez en fait un assortiment d'Intermarché, d'hôtels. Donc là, on en voit d'autres. Vous avez toute une nuée d'hôtels, vous avez toute une nuée de commerces ici à Val d'Europe qui ont été créés, qui sont tournés évidemment pour le parc. Donc on le voit, nous, il est installé ici. Donc on va prendre du bleu par exemple pour la zone commerciale de Val d'Europe et on va la remplir ici. Et donc là j'aurais pu la rajouter aussi, hein, donc cette station de RER qui passe sur cette ligne. Donc vous avez une connexion aussi en RER depuis Val d'Europe jusqu'au parc Disneyland pour aller plus vite, pour ne pas se déplacer aussi en voiture. Ensuite, on a ici, on a un carré qu'on a évité pour l'instant, c'est la zone avec les hôtels Disneyland. Alors, on a vraiment à Disneyland des hôtels Disney qui sont contrôlés par Disney et qui sont dans l'univers de Disney. Alors, il se trouve, moi, je vais être obligé de faire ceci, hop, sinon je vais pas pouvoir colorier. Donc, il se trouve dans cette zone-là. Voilà. Hop, donc on va prendre du rouge. Donc dans cette zone-là, on a les hôtels Disneyland qui sont là. Et donc ce sont des hôtels à thème. Donc vous les avez ici, Disneyland, Hôtel Santa Fe. On a les hôtels Cheyenne, voilà, comme ça ici, donc avec une ambiance de cow-boy, etc. Donc voilà, tout ça c'est dans l'univers Disney. Et ces hôtels sont aussi la possibilité pour Disney d'accueillir une population un peu plus aisée, qui a plus d'argent, puisque ce sont des hôtels de luxe, hein, ce sont des hôtels qui coûtent très cher, et donc ça permet à Disney de s'assurer une clientèle plus aisée. Donc on voit qu'aussi qu'on a un aménagement qui ne vise pas tout le monde finalement. On a un aménagement qui vise une population un peu plus aisée, qui va se retrouver par là, et la population qui aura un peu moins d'argent, on va dire les classes moyennes, pas forcément pauvres, hein, mais les classes moyennes, elles vont plutôt aller vers Val d'Europe, qui est un peu à l'écart, un peu plus loin, donc il va falloir, pour se déplacer, il va falloir prendre le RER ou il va falloir prendre la voiture. Alors que ceux qui sont à l'hôtel, eux, ils vont pouvoir y aller à pied, donc on a un service un peu plus luxueux pour ces hôtels-là, ce qui nous montre que on a un aménagement qui décide aussi du type de population qu'on veut accueillir. Ensuite, on voit qu'on a des espaces de trous, là, des espaces un peu libres. On les retrouve ici, là, on voit qu'on a des espaces libres. On a laissé des trous, véritablement exprès, hein, ces trous ont été aménagés. Et si vous regardez un petit peu, donc c'est pas complètement vide. Donc voilà, là on est sur la vue Google Street View, on est sur le boulevard de l'Europe, et on voit, ça ressemble à ça, hein. En fait, c'est un grand espace, un grand champ vert là, grand espace qui fait la séparation entre le boulevard de l'Europe et le reste de la route. C'est ici hein, on est à Manille-le-Hongre. Donc quand on regarde par là, on a des grands champs qui nous permettent de séparer un petit peu tout ça, de mettre le parc Disney un petit peu dans une bulle. C'est la bulle Disney. Et puis le reste est là de côté. Ça permet aussi de couper
le bruit des voitures, de la circulation, etc. Et d'avoir vraiment cet espace Disney, ce parc d'attractions Disney, un peu coupé du reste du monde. Enfin, vous avez une dernière case à colorier, elle est ici, c'est le golf. Disneyland Paris. Le golf, c'est vraiment une attraction qui a un marqueur social. Marqueur social, ça signifie que cette activité-là, vous savez quel type de population elle va attirer. Le golf, c'est une population plutôt aisée qui va être attirée par ce genre d'activité. Donc, le golf, c'est quand même un énorme espace. Encore une fois, ça prend beaucoup de place. Donc, on va le faire en vert parce que c'est de la végétation. Hop. Donc voilà, moi je refais ma manip. Et donc voilà, on a le golf de Disney qui se trouve sur tout cet espace-là et qui nous montre que, encore une fois, on aménage un énorme terrain vert pour Disneyland, cet énorme golf. Ils auraient pu décider de le faire là, hein. Ils ont décidé vraiment de le mettre un petit peu à l'extérieur, là sur le côté, encore une fois un peu à l'écart du reste, pour des questions donc d'aménagement. Tout ça est bien réfléchi, tout ça est bien choisi. Donc une fois que vous avez complété cette activité, vous allez écrire la TE qui résume ce qu'on vient de faire. Donc les personnes privées ont également leur part d'action dans l'aménagement du territoire. Les entreprises privées peuvent participer à l'aménagement comme Disneyland Paris. Donc vous pouvez marquer voir activité 3. Alors jusque-là, on a vu le rôle de l'État, de l'Union européenne et des entreprises privées dans l'aménagement du territoire, mais on peut voir aussi que les personnes privées peuvent avoir un rôle contre l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que les personnes privées ont un pouvoir décisionnel, de vraies décisions. Ils peuvent gêner, empêcher l'installation d'aménagement sur le territoire. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec le projet Notre-Dame-des-Landes et on en parle juste après. Dans les années 60, la petite ville de Notre-Dame-des-Landes apprend qu'elle va accueillir un nouvel aéroport. 50 ans plus tard, pourtant, rien n'est sorti de terre. Voilà ce qu'il s'est passé. En 1965, la région Loire-Atlantique se met en quête d'un terrain autour de Nantes. L'idée, bâtir un deuxième aéroport pour les pays de Loire et la Bretagne. Car l'objectif, à l'époque en France, c'est de développer les métropoles régionales. En 1974 est donc créée une ZAD. À l'époque, ça ne veut pas encore dire zone à défendre, mais zone d'aménagement différé. On la voit ici en plein bocage. Une ZAD, ça permet à l'État de racheter progressivement les terrains afin de réaliser une opération d'aménagement urbain, dans le cas présent, un aéroport. Mais déjà, une opposition au projet prend forme. L'Association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, l'ADECA. Cette opposition, ajoutée au choc pétrolier des années 70, puis à l'arrivée à Nantes du TGV en 1989, ont un effet commun, le projet d'aéroport s'enlise. Il faut attendre le début des années 2000 pour que l'idée soit relancée. L'enjeu, désormais, c'est de construire un nouvel aéroport non loin de Paris pour désengorger ceux de Roissy et d'Orly. Mais les Verts n'en veulent pas. À l'époque, la ministre de l'Environnement dans le gouvernement Jospin, c'est Dominique Voynet. Pour elle, il y a mieux à faire. Déplacer l'aéroport de Nantes-Atlantique sur le nouveau site de Notre-Dame-des-Landes, manière de rééquilibrer la localisation des équipements vers l'ouest du pays et réduire les nuisances pour les Nantais. Études, débats publics, arrêtés ministériels et déclarations d'utilité publique s'enchaînent, l'aéroport semble sur les rails. Capacité d'accueil à terme, 9 millions de passagers. Coût estimé, 581 millions d'euros. Mais tout bascule à nouveau en 2009. ADECA, ASIPA, coordination des opposants, de multiples associations occupent le terrain et s'installent dans le bocage. Pour les déloger, l'État déclenche l'opération César. 1000 policiers et gendarmes déboulent sur le terrain. Un fiasco. Des blessés dans les deux camps. Mais surtout, la répression policière booste le capital sympathie des opposants. Pour eux, la ZAD devient la zone à défendre. Et alors que François Hollande affiche son soutien au projet, entre 13 000 et 40 000 personnes se rassemblent dans la ZAD. Pour sortir de l'impasse, une commission de dialogue est mise en place par Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes devenu Premier ministre. Cette commission valide le projet, mais elle remet en question les mesures de compensation environnementale supposées préserver la biodiversité dans la zone. Et donc la bataille juridique continue. 2015, les 17 recours environnementaux déposés par les opposants sont rejetés. La préfecture de Loire-Atlantique annonce donc la reprise des travaux. 2016,
Les juges valident l'expulsion des derniers agriculteurs et riverains vivant sur la ZAD. Sentant la situation explosive, François Hollande appelle un référendum local pour décider de l'avenir du site. Pour que l'on sache exactement ce que veut la population. Et si c'est non ? Et voilà. Mais il doit y avoir une conséquence. Le scrutin est contesté par les opposants, mais le oui l'emporte à plus de 55% des voix. Dernier épisode, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Respectant sa promesse de candidat, il organise une médiation. 6 mois de mission et 200 auditions plus tard, les 3 experts rendent leur rapport. Construire un deuxième aéroport ou agrandir celui de Nantes ? 2 options raisonnablement envisageables selon eux. À présent, c'est à l'exécutif de trancher. Voilà, après le visionnage de cette vidéo, vous avez pu voir que les gens ont aussi un pouvoir, ils peuvent refuser, ils peuvent empêcher l'aménagement du territoire. Là, il s'agit d'un aéroport, voilà, on a des gens qui se regroupent ensemble et qui peuvent bloquer l'aménagement du territoire. Donc on a un véritable impact des personnes privées sur l'aménagement, et c'est un acteur supplémentaire finalement, ce sont les personnes privées, ce sont les gens, de manière générale, les citoyens. Donc on va écrire cette dernière trace écrite, ça sera la dernière pour ce cours, mettez pause après ça, pour pouvoir la copier tranquillement. Donc les citoyens ont également leur mot à dire et peuvent s'opposer à des projets, comme lorsqu'une mobilisation citoyenne a permis l'arrêt du projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc le projet Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui est en discussion. Vous avez toujours un débat en fait. Hein. Vous avez pas, c'est pas les méchants qui ont voulu construire l'aéroport et les gentils qui étaient contre, ou l'inverse d'ailleurs. Les deux parties ont toujours des arguments. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez, vous, en tant que futur citoyen, la possibilité d'intervenir et de donner votre opinion, donner votre avis. Et pourquoi pas s'opposer et carrément faire arrêter des projets de ce genre. Donc on s'arrête là pour ce cours, on s'arrête là aussi pour ce chapitre, c'était le dernier cours de ce chapitre 1. La prochaine fois, nous passerons donc au chapitre 2, on va voir les territoires ultramarins français.